seconde 1, seconde 8, physique-chimie. Cette vidéo est faite pour mardi prochain. Désolé, j'ai pas préparé la date. Mardi 16 juin à 10h pour les secondes 8 et mercredi 17 juin pour les secondes 1 à 10h. Cette vidéo sera peut-être en deux parties parce que hier je suis allé aux urgences avec ma fille qui s'est ouvert le front et donc elle peut se réveiller à tout moment et avoir besoin de moi. Donc je m'excuse s'il y a deux parties dans la vidéo. Rien de grave, juste 5 points de suture. Elle a voulu tester la résistance entre son front et un mur en béton. Et elle a perdu. Aujourd'hui, petit fil rouge comme d'habitude, puis essentiellement cours sur le chapitre 9 et correction des exercices sur la radioactivité. Également des informations pour le TP de jeudi-vendredi de la semaine prochaine pour vous expliquer ce que j'envisage de faire et j'enverrai un mail au délégué par rapport à ça. Tout de suite ces deux informations. Oui, en sachant aussi pour la vidéo, les secondes 1, peut-être que vous avez le rendu des manuels, donc si vous ne la voyez pas en entier, c'est pas grave. Mais priorité à rendre les manuels, bien sûr. C'est juste ça. Avant de faire le fil rouge, jeudi, vendredi, vous serez donc en mi-groupe et normalement bien en alternance avec la SVT, avec Madame Morin. Ce que j'ai demandé aux délégués, j'aimerais faire une visio en direct pour qu'on puisse quand même faire un bilan de l'année et faire un petit jeu. Je vais demander à ce qu'il y ait, s'il y a un délégué dans chaque classe, ou alors quelqu'un d'autre, peu importe, que l'un d'entre vous ait l'autorisation de se connecter via son téléphone portable via Teams, avec quelqu'un qui a de la data, parce que je ne suis pas sûr que vous ayez un accès Wi-Fi dans votre salle de classe. Donc comme ça je me connecte en Teams avec un élève par demi-groupe qui servira entre guillemets d'interprète et ceux qui sont à la maison. Donc on se connecte via Teams et comme ça je peux m'adresser à lui et il pourra me dire quels sont les retours de ses élèves, etc. Je pourrais dialoguer plus facilement. Mais pour ça il faut qu'il y ait un élève responsable et qu'il ait l'autorisation que votre maître d'externat soit au courant. J'enverrai un mail donc, au délégué pour en parler, il faut qu'on puisse mettre ça en place. En seconde 1 et seconde 8, et puis je ferai aussi ça en SNT en seconde 2, seconde 3, donc j'enverrai un mail à tous les délégués. Allez, c'est parti, le petit livre du jour, c'est un peu plus compliqué. Je vous souhaite bon courage pour trouver la ville mystère. C'est parti, attention. Donc je vous laisse regarder les images et je vous laisse regarder un extrait du plan. Une langue étrangère avec des Z, des K. Voilà, la rivière peut vous aider. Et aussi l'image un peu plus à droite. Donc on est en Europe de l'Est. Duna, c'est le Danube. Quelle ville est traversée par le Danube? Est-ce que quelqu'un a une idée? Et donc la réponse va arriver. C'est Budapest, une très belle ville d'Europe de l'Est en Hongrie. Allez, maintenant je prends le téléphone et on va donc faire le chapitre 9 du cours. Donc le document à trous qu'on va compléter maintenant, il est sur Teams. Et normalement, je vais essayer de penser à l'envoyer par mail au délégué. J'espère que je vais penser à l'envoyer. Je pense que oui. Et donc, chapitre 9 sur la radioactivité. Et Gérard Rochwald. Je ne sais pas si c'est un physicien ou un humoriste qui a fait cette plaisanterie qui ressemble à une citation d'attribuée à Einstein mais qui est fausse. La physique nucléaire est bien plus facile à comprendre qu'une feuille d'imposition. Les opérations sont logiques et se font toujours de haut en bas. Sous-entendu, quand on fait ses impôts, parfois ça va pas dans le bon sens, ce qui est bien vrai. Je suis en train de regarder qui c'est ce Jérôme Rochwald. Et j'arrive pas à trouver qui c'est. Juste par curiosité.
Bonne question, excusez-moi. Je fais la petite recherche sur mon autre écran. Non, aucune idée. Aucune idée. Donc, allez, grand 1, transformation nucléaire, il y a ce qu'on appelle des isotopes, donc l'isotopie, et c'est quelque chose qui est très important à connaître. On l'avait eu dans le TP de la semaine dernière. Des isotopes sont des noyaux ayant le même nombre de protons, donc le même Z, et ici écrivez le même nombre de protons, en rouge, mais un nombre différent de neutrons ou de nucléons. Il y a un nombre de neutrons différent, donc le nombre de nucléons est forcément différent. Mais un nombre de neutrons différent, N, ou alors un nombre de nucléons, A, différent. Donc c'est ça qui change. Et exemple, j'aime bien donner l'exemple du carbone. Il existe le carbone 11, et je rappelle que le 11, vous le mettez en haut à gauche. Carbone 11, carbone 12, c'est le plus courant, hein, c'est ce qu'il y a dans les mines de crayon de papier, dans le charbon. Carbone 13, carbone 14, c'est les 4 isotopes les plus connus du carbone. Carbone 11, 12, 13, 14. Sachant que le Z du carbone, c'est 6. Donc vous pouvez mettre un 6 en bas à gauche, mais voilà, carbone 12, carbone 13, carbone 14, carbone 11 pour les isotopes du carbone. Petite idée, on prend une radioactivité où X1 plus X2 va donner le noyau X3 plus X4. Et là, j'ai mis les A et les Z sur ici. Et ce qu'il faut savoir, c'est que lors d'une transformation nucléaire, il y a conservation du nombre de charges Z. Donc ici, vous pouvez mettre que Z1 plus Z2 égale Z3 plus Z4. C'est une transformation nucléaire, il n'y a pas conservation des éléments chimiques comme dans les transformations chimiques avec Lavoisier. Il y a conservation du Z, de la charge électrique, du nombre de protons. Et conservation du nombre de masse A, vous pouvez mettre A1 plus A2 égale A3 plus A4. Donc ça, c'est également, vous pouvez le mettre ici. Et je donne un exemple avec le polonium qui donne du plomb et de l'hélium, on l'a vu en TP. Quand il y a de l'hélium qui est fourni, donc c'est pas à connaître, mais on l'a déjà vu, c'est une désintégration spontanée alpha que vous pouvez entourer. C'est pas du bêta que je barre, ce n'est pas du gamma que je barre ici. Et donc, pour trouver le A du polonium, c'est la somme du A du plomb et le A de l'hélium, 209 plus 4. Vous pouvez mettre 213 pour le polonium ici. Et pour le Z du plomb, on va faire la soustraction, 84 moins 2, 82 pour le Z du plomb. Donc voilà pour cet exemple. Grand 2, eh bien, à quoi ça sert la radioactivité? C'est qu'on peut avoir de l'énergie nucléaire qui va chauffer notre centrale nucléaire, le circuit primaire, qui va chauffer le circuit secondaire, qui va faire tourner une turbine et qui va produire de l'énergie électrique. Donc la fission nucléaire, sous l'action d'un neutron, donc on envoie un neutron sur un noyau dit lourd, il est séparé en deux noyaux plus légers. Sachant que ce n'est pas moitié-moitié, c'est un tiers, deux tiers. Donc en deux noyaux plus légers. Et l'exemple le plus connu, c'est l'uranium. On envoie un neutron sur l'uranium. Ça va donner du krypton et du barium. J'ai un doute tout d'un coup. Donc Ba56, c'est bien du barium, excusez-moi. Donc, qu'on effectue ici dans les centrales nucléaires, vous pouvez mettre ici. Et pareil pour compléter ici, le A de l'uranium plus 1 égale 92 plus 141. Donc 92 plus 141 plus 3 fois 1, il y a 3 neutrons qui sont émis aussi. Ça fait 233 plus 3, 236, moins le 1 ici, 235. C'est l'uranium 235 qu'on utilise dans les centrales nucléaires françaises. Et le Z du krypton, c'est 92 plus 0, moins 56, et moins 0 ici que le neutron. Donc 92 moins 56, on trouve 36. Donc 36 pour le krypton. Donc ça, c'est la fission nucléaire. La fusion nucléaire, deux noyaux légers s'assemblent pour former un noyau plus lourd. Ce n'est pas un noyau aussi lourd que l'uranium, ce sera de l'hélium à partir d'hydrogène, mais il est quand même plus lourd, on fait de la fusion, on fusionne. Exemple, l'hydrogène 2 plus l'hydrogène 3, et l'hydrogène c'est 1, c'est Z égale à 1, les deux. Ça donne de l'hélium, et 2 plus 3, 5, moins le 1 du neutron, 4, c'est l'hélium 4. Et cette transformation, on le trouve dans le cœur du Soleil. Donc ça se passe
c'est l'hydrogène qui donne de l'hélium dans le cœur du Soleil. Et c'est ça qui fait qu'il y a de la lumière, de la chaleur qui est émise, et ça nous permet de vivre grâce à cette ligne-là. Il n'y aurait pas ça dans le Soleil, on n'existerait pas. Petit 3, on termine ce chapitre qui est, je rappelle, à nouveau une introduction à ce que vous ferez en classe de première spécialité physique-chimie. Lors des transformations nucléaires, de l'énergie est libérée sous forme de rayonnement, on peut parler, puisqu'il y a une émission de particules alpha, bêta, gamma, et c'est ce qu'on appelle des rayonnements. Et tout ça, ça produit de la chaleur, tout est lié. Et donc pour donner un exemple, la combustion d'1 gramme de butane libère ce qu'on appelle une énergie de 50 kJ. Vous mettez ici 50 kJ. Et là je vous pose la question, est-ce qu'un gramme d'uranium c'est plus ou moins? Vu ce qu'on a fait en TP, c'est bien plus. Pour 1 gramme, on a 80, pas kilojoules, mais 80 millions de kilojoules. Donc supposons que c'est 50, ça veut dire millions, c'est-à-dire que c'est 1 million de fois plus, et même il y a un facteur 50 à 80, 1,5, hein, c'est 1,5 million de fois, donc 1 500 000 fois plus grand l'uranium que le butane qu'on peut brûler. Donc 80 millions de kilojoules ici, 50 kilojoules ici. Voilà pour ce chapitre qui termine toute la partie chimie. Ça tombe bien, on est le 12 juin pour moi aujourd'hui. Vous, je le rappelle, vous êtes le 16 seconde 8, 17 juin seconde 1. Et on termine la chimie, et c'est même d'ailleurs le dernier cours, puisque le chapitre, je vais vous montrer tant que j'ai mon écran ici. Le chapitre 18, c'est sur les capteurs de température. Qu'est-ce que c'est qu'un capteur? Courbe d'étalonnage, bon, ça on en a déjà un peu parlé cette année. Et à quoi ça sert? Et puis c'est tout, il n'y a rien dans ce chapitre-là, donc c'est pas grave du tout si on l'oublie. C'est ce qui est fait à l'instant. Ça termine ce chapitre-là. Il est 12 minutes, donc c'est parfait. Et maintenant, on va attaquer la correction des exercices, page 153. Donc, je prends le livre sur mon écran, page 153. Et on avait l'exercice 12 du livre. Donc, ouvrez-le. Et on va corriger. Donc, dans un film que je ne connais absolument pas, pourtant je suis très cinéphile, j'ai 2500 films chez moi stockés sur un disque dur. Dans le film Arsenic et vieille dentelle, sorti aux États-Unis en 1944, l'arsenic est un poison utilisé pour assassiner des hommes. L'écriture conventionnelle du noyau d'arsenic 75 est 75 AS et 33 pour le Z. Indiquer si le noyau comportant 80 nucléons, donc 47 neutrons, est un isotope de l'arsenic. Donc, un isotope, on rappelle la définition, c'est deux isotopes, c'est deux noyaux qui ont le même Z, mais un nombre de nucléons différents. Déjà, on voit le deuxième critère, là il y a 75 nucléons, et là 80 nucléons, donc a priori, on respecte le critère, pas le même nombre de nucléons. Mais est-ce qu'ils ont le même Z? Là on a Z33 et là on l'a pas. Il faut faire la soustraction. 80 moins 47, et on trouve 33. Donc là on a de l'arsenic 80, puisque c'est 33, et donc c'est de l'arsenic 80. Donc c'est bien un isotope de l'autre arsenic. Est-ce qu'il est aussi dangereux? J'en ai aucune idée. On va faire une petite recherche Wikipédia. Arsenic isotope. Voyons voir ce qu'il me dit. Voyons voir. Donc l'arsenic possède 33 isotopes de 60 à 92. Donc j'avais 75 et 80, donc c'est bon. Un seul est stable, c'est 75 arsenic qui est stable. Donc c'est lui qui est un poison. Mais du coup, l'arsenic 80, voyons voir ce qu'il me dit. Il a une demi de 15 secondes. C'est-à-dire que si vous avez de l'arsenic 80, au bout de 15 secondes, si vous aviez 1 gramme, il ne vous reste que 0,5 g. 15 secondes après, 0,25 g. Donc c'est-à-dire que c'est très dur d'en avoir. Il décroît de ce qu'on appelle une décroissance bêta-. Là, vous pouvez voir, bêta-. Et il donne du sélénium. Et si c'est gras, est-ce que ça veut dire que c'est stable? Isotope stable en gras. En gras italique, c'est stable à notre échelle de temps.
bon, il est stable a priori, bon, à vérifier. Mais l'arsenic 80, c'est bien donc un isotope, mais c'est une espèce radioactive, donc si on le fait absorber, c'est pas bon aussi. Mais comme il y a une décroissance qui est très importante, j'aurais tendance à dire que c'est moins dangereux que l'arsenic, le poison, que l'arsenic 75, qui lui, regardez, est stable ici. Donc voilà. Exercice 12. Exercice 13. On continue. Hop. En 1939, la chimiste française M. Perret, qui est la première femme correspondante de l'Académie française, découvre l'élément francium, en l'honneur de la France, bien entendu. Donner l'écriture conventionnelle des noyaux de francium 199 et les francium 223. Ah. Bon, je ne vais pas aller le chercher, mais il faut prendre la classification périodique. Allez, zouk, c'est parti. Le francium, il est en bas à gauche, regardez. Et son Z, c'est 87. Il est à côté du radium, donc découvert par la chimiste française Perret. Donc, pour écrire le francium, vous mettez Fr. En bas à gauche, son numéro atomique, donc 87, c'est ce que je viens de voir à l'instant. Et en haut à gauche, vous mettez un coup 199 et l'autre fois 223. Et donc, ce sont deux isotopes, puisqu'ils ont le même Z, mais un nombre de nucléons différent. Donc voilà pour l'exercice 13. L'exercice 15, on y va. Et ça, j'aime bien parce qu'on fait un petit bilan de tout ce qu'on a fait en cette fin d'année en physique-chimie, chapitres 6, 7 et 9. Au cœur du Soleil, la fusion de noyaux d'hydrogène permet de former des noyaux d'hélium et de libérer l'énergie. Sur Terre, l'énergie rayonnée par le Soleil permet la transformation de l'eau solide en eau liquide. Identifier la nature des transformations, dans le Soleil, de l'hydrogène forme de l'hélium. C'est une transformation nucléaire, et plus précisément de la fusion. C'est ce qu'on a vu dans le cours. Hydrogène plus hydrogène donne de l'hélium. C'est de la fusion nucléaire. Donc transformation nucléaire, sous-catégorie fusion nucléaire. Et sur Terre, l'eau solide devient de l'eau liquide, donc transformation physique, c'est un changement d'état. Et la catégorie, c'est une fusion, puisqu'on fait fondre des glaçons. Et ça, c'est pas dangereux. Voilà pour l'exercice 15. 17 minutes, tout va bien. N'hésitez pas à faire des pauses s'il y a besoin, bien entendu. Exercice 18. Au cœur des étoiles peuvent se produire différentes transformations modélisées par les équations données ci-dessous. Là, c'est pas bien compliqué. Hydrogène plus hydrogène donne de l'hélium 3. Là, c'est le Soleil à nouveau, c'est de la fusion nucléaire, donc transformation nucléaire. En fait, c'est toutes des transformations nucléaires ici. Ah, voilà. Une fission d'une fusion. Je lis mal les consignes. Je ne suis pas un bon exemple pour vous. Tous les profs vous disent de bien lire les consignes avant. Moi, aujourd'hui, non. Bon, il faut dire, j'ai mal dormi avec le passage aux urgences hier soir, très tard. Donc, fusion nucléaire. Le deuxième, on prend de l'azote qui donne carbone-hélium qui est plus petit, les carbone-hélium, parce qu'on a A égale 15, on a A égale 12 et A égale 4. Et là, en fait, c'est l'hydrogène qui remplace le neutron qu'on a vu dans le cours, qui va casser l'azote en deux parts, 2 tiers, 1 tiers. Enfin, là, c'est 3 quarts, 1 quart. Et donc là, c'est de la fission. Donc, fission nucléaire pour la B. Et pour la C, le carbone va s'additionner avec l'hydrogène pour donner de l'azote 14. Donc là, c'est de la fusion nucléaire. Carbone plus hydrogène donne de l'azote 14, fusion nucléaire. Donc voilà pour ceci. 19 minutes, je pense qu'il doit vous rester un peu de temps pour le cours que j'ai indiqué. Du coup, avant de vous donner les exercices pour ceux qui feront la spécialité. Donc, je rappelle, excusez-moi. Ah non, je vous dirai de vive voix. Oui, il faut que je note. J'expliquerai. Oui, donc, les exercices que j'ai donnés ici, je vais les donner tout de suite. Les exercices pour ceux qui font de la spécialité pour la semaine où on revient à Teams. Dans ce chapitre-là, je vous donnerai l'exercice 24 et 25, page 155. Donc le 24, le 25, page 155. Et deux autres qui sont très sympas, un peu plus durs. Le 28 et 29, on est page 156.
Donc 28 et 29, page 156. Je corrigerai ça uniquement avec ceux qui font la spécialité physique-chimie. Et je vous redonnerai les horaires de la semaine du 22 juin pour cela, pour la dizaine d'entre vous qui font Teams. Bien entendu, je le dis déjà, hein, mais j'y crois pas trop, on sait jamais. Hein. Si certains veulent quand même venir assister au Teams, même si vous ne faites pas spécialité physique-chimie, que vous voulez connaître la réponse aux exercices que je viens de donner, il n'y a aucun problème, je ne vais pas vous exclure sur Teams, bien entendu. Mais bon. Allez, pour finir, on va faire le petit quiz ici, puisque 20 minutes. Bon, peut-être que les secondes 1, avec le rendu des livres, vous êtes peut-être pile à la fin de l'heure. Et de toute façon, oui, si vous écoutez cette vidéo, les secondes 1, à 11h05, on fait le bilan de fin d'année en SNT. Allez, question 1, que je zoome un peu. Deux noyaux isotopes d'un même élément chimique ont des numéros atomiques identiques. Ah, c'est oui, c'est le Z. Des nombres de masse identiques. Oui, non, faux. B, c'est faux. Et des numéros atomiques, des nombres de masse identiques, faux. Réponse A. C'est des numéros atomiques identiques, mais un nombre de masse différent. Réponse A. 1A. Question 2. Deux noyaux isotopes d'un même élément chimique ont le même nombre de protons, neutrons, nucléons. Protons. C'est ce qu'on a dit. Encore réponse A. Les noyaux isotopes d'un même élément chimique sont réponse A. Ils sont gentils. Hein. Puisque là, on a 8,8 avec 19,22 pour l'oxygène. Ça, c'est des isotopes. Alors que là, oxygène et néon, c'est pas des isotopes. Ils ont le même nombre de nucléons, mais on s'en fiche. Ça va leur donner une masse semblable, mais ils n'auront pas la même charge électrique dans le noyau, puisqu'il y en a un qui a 10 protons, le néon, et l'autre en a 8 protons dans le noyau. Il n'y a pas le même cortège électronique, pas la même stabilité, etc. Et rien à voir entre le lithium et l'oxygène. Ah oui, ils ont mis 8 en diagonale, d'accord. J'aurais fait la même chose si j'avais fait le QCM. Hein. Allez, question 4. Lors d'une transformation nucléaire, les noyaux atomiques ne sont pas modifiés. Faux, on les modifie. Les éléments chimiques sont conservés. Faux, c'est Lavoisier. Les noyaux atomiques sont modifiés. Vrai, réponse C. Question 4, réponse C. Question 5. La fusion de l'eau et une transformation nucléaire, chimique, physique. On parle de fusion. Fusion, c'est forcément nucléaire. Ah non, punaise. Oh là là. On va dire que c'était pour vous tester. Je suis un peu fatigué ce matin. La fusion de l'eau quand on fait fondre de la glace, je pensais à la fusion nucléaire. Et je me disais, c'est bizarre, je ne connais pas ça. La fusion de la glace d'eau solide en eau liquide, c'est une transformation physique. Réponse C. Et lors d'une fission nucléaire, c'est un noyau lourd qui est fragmenté sous l'impact d'un neutron. Bon, on a vu qu'il y a peut-être l'hydrogène, mais c'est plus souvent un neutron. Et lors d'une fusion nucléaire, deux noyaux légers s'unissent. Et la réponse A, elle n'existe pas. Donc 6C, 7B. 23 minutes de vidéo, c'est parfait. Une transformation nucléaire libère de l'énergie, consomme de l'énergie et est exothermique. Ça libère de l'énergie et de la chaleur, donc de l'énergie sous forme de chaleur, et donc c'est exothermique. Réponse A et C. Est-ce qu'ils ont mis là où les bonnes réponses? Tout va bien. Ouf, on est sauvé. Question 9. L'énergie dégagée au cœur du Soleil provient de transformations physiques, nucléaires ou chimiques. Nucléaire, hein. Si c'était que des transformations physiques ou chimiques, il ne ferait pas bien chaud sur Terre. Et question 10. L'énergie convertie en énergie électrique dans une centrale nucléaire provient d'une fusion nucléaire, de la fusion de l'eau, d'une fission nucléaire, d'une fission. C'est des centrales à fission nucléaire. Et comme je l'ai dit lors de TP, on est en train de construire avec l'ITER de quoi faire de la recherche sur la fusion nucléaire, donc c'est la prochaine étape. Et on va y arriver. Et ça va être fantastique la science quand on va pouvoir vraiment exploiter cette centrale ITER à Cadarache, près de Marseille. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Merci beaucoup en tout cas à celui qui a lancé la vidéo. J'ai oublié, c'est sûrement un délégué. Et moi je vous dis donc, seconde 1, à tout de suite via Teams normalement, 11h05. Et les secondes 8, on est mardi, donc on se voit vendredi
pour le bilan de fin d'année par demi-groupe, puisque Madame Morin aura l'autre groupe pendant que je fais le bilan avec un des 2 demi-groupes. Bonne journée et puis rendez-vous donc via Teams très rapidement.